Ma femme infidèle a dit que son ex était plus un homme que moi. Je me suis vengé instantanément et j'ai disparu. Reddit. Tu pensais que j'allais rester aveugle. Tes valises sont prêtes. Va finir ce que tu as commencé dans son garage. Le préservatif usagé n'était même pas bien caché. Il était juste là, sur mon siège arrière, comme un reçu détrempé que personne ne voulait réclamer. Froissé entre le porte-gobelet et le vieux gant de baseball de Blake. Je l'ai fixé pendant environ 10 secondes, mon cerveau faisant ce truc où il essaie de rejeter les vérités évidentes comme un rein défectueux. Eh bien, ai-je dit au garage vide, ça, ce n'est pas à moi. Je m'appelle Dave Brennan, 39 ans, expert en sinistre pour Coastal Mutual et, apparemment, le genre de mari qui trouve des préservatifs dans son Ford Explorer qu'il n'a certainement pas mis là. J'ai passé 15 ans à documenter les désastres des autres. Des sous-sols inondés, de petits accrochages, des incendies domestiques causés par des idiots qui pensent que les rallonges électriques sont décoratives. On finit par avoir l'œil pour les preuves. Et ce petit souvenir en latex, c'était la preuve fraîche de quelque chose que je ne voulais vraiment pas investiguer. J'ai attrapé une serviette en papier et je l'ai ramassée comme s'il pouvait me mordre. Le truc était encore humide, encore tiède, bon sang. Mon estomac s'est lentement retourné. Mélodie avait pris l'Explorer hier. Elle a dit qu'elle devait aller chercher des fournitures pour le salon. Ma voiture fait encore ce bruit, chérie. Ça te dérange si je prends la tienne? Toute douce et distraite, levant à peine les yeux de son téléphone. J'étais marié à Mélodie depuis 18 ans. Je l'ai rencontrée quand elle coupait les cheveux chez Supercut et rêvait d'avoir son propre salon. Maintenant, elle est propriétaire de Serenity Salon sur Main Street. Elle a 6 filles qui travaillent pour elle et gagnent plus d'argent que moi. Tant mieux pour elle. Vraiment, j'étais fier de son succès, même si cela signifiait qu'elle rentrait de plus en plus tard, sentant toujours le shampoing cher et les secrets des autres. Mais ça, c'était un autre genre de secret. Je suis rentré dans la maison, le préservatif jeté en toute sécurité dans la poubelle extérieure, parce que je ne suis pas complètement stupide. Mélodie était dans la cuisine, remuant quelque chose qui sentait l'ail et le vin. Elle a levé les yeux et a souri, et pendant une seconde, je me suis presque convaincu que j'avais tout imaginé. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé. La même question qu'elle posait tous les jours depuis 18 ans. « Bien, ai-je dit. » La même réponse que je donnais tous les jours depuis 18 ans. Puis j'ai ajouté, j'ai trouvé un truc bizarre dans l'Explorer. Son geste de remuer ne s'est même pas arrêté. Oh, quel genre de truc bizarre? Un préservatif usagé sur le siège arrière. Le mouvement s'est arrêté, juste un instant, peut-être une demi-seconde, mais je l'ai remarqué. Être expert en sinistre vous entraîne à remarquer les petites hésitations, les micro-réactions qui séparent la vérité de la fiction. C'est dégoûtant, dit-elle, reprenant son mouvement avec peut-être un peu trop d'enthousiasme. C'est sûrement Blake. Tu sais comment sont les ados. Blake était notre fils de 17 ans. Bon gamin, au tableau d'honneur. Il travaillait le week-end à la quincaillerie. Le genre d'adolescent qui demande encore la permission avant d'utiliser mes outils. Blake, ai-je dit. Ben, qui d'autre ça pourrait être? Ce n'est pas comme si toi et moi avions été, tu sais, dans la voiture récemment. Elle avait raison. Notre vie amoureuse était devenue aussi excitante que mes dossiers d'assurance. Mais quand même, quand Blake aurait-il eu le temps? Il est soit à l'école, soit au travail, soit à la maison. Mélodie a haussé les épaules. Les ados trouvent toujours un moyen. Tu te souviens quand on avait cet âge? Je m'en souvenais. Mais je me souvenais aussi de Blake rentrant directement du travail hier, toujours dans son uniforme de la quincaillerie, se plaignant de la façon dont M. Peterson lui avait fait réorganiser toute la section des vis. Difficile d'avoir un rendez-vous sur le siège arrière quand on trie des vis par pas de filetage. Après le dîner, j'ai coincé Blake dans sa chambre. Il était penché sur son bureau, faisant ses devoirs de calcul avec la concentration intense de quelqu'un qui essaie d'éviter les cours d'été. Blake, ai-je dit en m'asseyant sur son lit. J'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Il a levé les yeux, son crayon toujours suspendu au-dessus de son cahier. Qu'est-ce qui se passe, papa? Est-ce que tu as utilisé ma voiture pour quelque chose que je devrais savoir? Il a froncé les sourcils.
Ta voiture? Non. Pourquoi j'utiliserais ta voiture alors que j'ai la Civic? Je me demandais juste. J'ai trouvé quelque chose sur le siège arrière qui m'a rendu curieux. Quel genre de quelque chose? J'ai étudié son visage. 18 ans d'histoire du soir, de genoux écorchés et de réunions parents-professeurs m'avaient appris les signes de Blake. Quand il mentait sur le fait d'avoir fini ses devoirs, son œil gauche tressautait. Quand il piquait des biscuits avant le dîner, il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Quand il a foncé avec son vélo dans la clôture de Madame Patterson et a accusé le vent, il se frottait le nez comme si ça le démangeait. En ce moment, il avait juste l'air confus. Laisse tomber, ai-je dit. Ce n'est probablement rien. Mais ce n'était pas rien. Et cette nuit-là, allongé dans le lit à côté de Mélodie pendant qu'elle faisait défiler son téléphone, la lueur bleue peignant son visage comme celui d'un cadavre, je me suis mis à faire ce que je sais faire de mieux, enquêter. Vous voyez, les experts en sinistre, nous sommes des sceptiques professionnels. Nous prenons les histoires des gens et nous y cherchons des failles jusqu'à ce que la vérité émerge ou que les mensonges s'effondrent. Ce n'est pas personnel. C'est juste des maths. Les chiffres ne mentent pas. Les chronologies ne mentent pas. Les preuves matérielles ne mentent pas. Les gens, par contre, les gens mentent tout le temps. Je tiens des registres détaillés de tout. Relevé de kilométrage pour les impôts, reçu d'essence, calendrier d'entretien. C'est incroyablement ennuyeux, mais ça m'a fait économiser des milliers d'euros au fil des ans. Alors, quand j'ai sorti mon petit carnet et que j'ai commencé à confronter l'histoire de Mélodie avec les chiffres, les choses sont rapidement devenues intéressantes. Hier, elle avait dit qu'elle était allée chercher des fournitures pour le salon. L'entrepôt de produits de beauté était à 20 km. Aller-retour, peut-être 40 km avec le trafic et un arrêt pour un café. Mais l'Explorée avait 60 km de plus quand elle l'a ramené. Où était-elle allée pendant ces 20 km supplémentaires? J'ai ouvert Google Maps et j'ai commencé à jouer avec les itinéraires. L'entrepôt de produits de beauté était au nord de la ville. 20 km supplémentaires pouvaient vous emmener à beaucoup d'endroits. Comme peut-être dans cette zone louche près de Hall Mill Road où tous les garages automobiles se regroupent comme des champignons de métal après la pluie. Le lendemain matin, Mélodie est partie tôt au travail. J'ouvre tôt pour Madame Patterson, dit-elle en m'embrassant sur la joue avec des lèvres qui avaient le goût du café et des secrets. Elle a un mariage. Après son départ, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 18 ans de mariage. J'ai fouillé dans ses affaires. Pas d'une manière effrayante et contrôlante. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Juste une évaluation professionnelle rapide des preuves disponibles. Sa voiture faisait ce bruit qu'elle avait mentionné, un grincement des freins qui signifiait que les plaquettes étaient usées. Réparation facile. Peut-être 200 € dans n'importe quel garage décent. Mais Mélodie avait toujours été bizarre avec les réparations de voitures. Elle disait que les mécaniciens essayaient d'arnaquer les femmes, en surfacturant des travaux simples. C'est vrai. J'avais déjà vu ça. Mais j'ai trouvé le reçu. Il était coincé dans sa console, plié en tout petit comme si elle avait essayé de le cacher. Todes Automotive. Service de frein. 50 €. Daté d'il y a 3 jours. 50 € pour des plaquettes de frein. Soit Todd dirigeait une œuvre de charité, soit il ne s'agissait pas seulement de freins. Je connaissais Todes Automotive, un petit garage crasseux dans une station-service reconvertie, le genre d'endroit spécialisé dans les réparations rapides et les contrôles techniques douteux. J'étais passé devant 100 fois, mais je n'y avais jamais prêté attention. Maintenant, j'étais très intéressé. Pendant ma pause déjeuner, j'ai fait un tour. Todes était exactement comme je m'y attendais. Du ciment taché d'huile, des panneaux peints à la main annonçant un service rapide et, tout travail garanti, et une collection de véhicules à divers stades d'autopsie mécanique. Mais le type derrière le comptoir, Todd, vraisemblablement, n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Il devait avoir la quarantaine, bâti comme quelqu'un qui lance des pneus pour gagner sa vie, avec le genre de bras qui viennent du vrai travail plutôt que d'un abonnement à la salle de sport. Séduisant, je suppose, de cette manière un peu brute que certaines femmes semblent trouver irrésistible. Il avait un tatouage sur tout le bras gauche et le genre de sourire qui devait fonctionner sur les mères de famille et les coiffeuses. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il en s'essuyant les mains sur un chiffon qui avait connu des jours meilleurs. « Je regarde juste, ai-je dit.
Ma femme a mentionné votre garage. Elle a dit que vous faisiez du bon travail. C'est quoi son nom? Je m'en souviens peut-être. Mélodie. Mélodie Brennan. Elle conduit une Honda bleue. Son sourire s'est un peu élargi. Ah oui, Mélodie. Une femme formidable. Très gentille. Elle a mentionné quelque chose de spécifique à propos du travail? Quelque chose dans son ton m'a fait grincer des dents. Très gentille. Bien sûr qu'elle l'était. Juste les freins, ai-je dit. Elle a dit que vous aviez été très minutieux. Todd a ri. Notre but est de satisfaire. La satisfaction du client est notre priorité numéro 1. J'avais envie de le frapper. Là, dans son petit royaume graisseux, entouré de clés à molette et de l'odeur d'huile de moteur et de rêves brisés. Mais les experts en sinistre ne frappent pas les gens. Nous documentons. Nous rassemblons des preuves. Nous montons des dossiers. Alors je lui ai rendu son sourire et j'ai dit, je m'en souviendrai. Ce soir-là, j'ai fait ce que tout mari raisonnable ferait face à des preuves croissantes de l'infidélité de sa femme. J'ai acheté un tracker GPS sur Amazon. 39 € pour un appareil de la taille d'une boîte d'allumettes qui pouvait me dire exactement où mon Explorer allait et pour combien de temps. La technologie était stupéfiante. Le mariage, beaucoup moins. Le tracker est arrivé 2 jours plus tard. Je l'ai installé sous le pare-chocs arrière pendant ma pause déjeuner, juste à côté du support de la roue de secours, là où on ne le trouverait pas à moins de chercher vraiment. Le boîtier magnétique a collé comme s'il était soudé. Puis j'ai attendu. Mélodie a pris l'Explorer 2 fois cette semaine-là. Les 2 fois, selon l'application GPS de mon téléphone, elle a fait le même détour mystérieux. L'entrepôt de produits de beauté d'abord, comme elle l'a dit. Mais ensuite un arrêt de 15 minutes à un endroit qui s'est avéré être le parking d'un petit motel. Puis un autre arrêt de 20 minutes chez Todd S Automotive. La séquence était toujours la même. Fourniture, motel, garage. Comme la version d'une femme infidèle d'un entraînement en circuit. J'ai commencé à prendre des photos, pas de Mélodie. Ça ressemblait trop à du harcèlement. Mais de sa voiture garée dans des endroits où elle ne devrait pas être. Des preuves, de la documentation, le genre de preuves qui tiendrait devant un tribunal si les choses en arrivaient là. Et les choses allaient définitivement en arriver là. La confrontation a eu lieu un jeudi. Mélodie était allongée sur le canapé, les pieds repliés sous elle, faisant défiler son téléphone avec ce petit sourire qui signifiait autrefois qu'elle regardait des photos de Blake ou d'animaux mignons. Maintenant, ça me retournait l'estomac. Son téléphone a vibré. Un SMS. Le sourire s'est élargi. C'est qui? Ai-je demandé, essayant de paraître décontracté. Juste Sarah, du salon, elle demande les horaires de demain. Une autre vibration, un autre sourire. Soirée chargée pour Sarah, ai-je dit. Elle a des questions sur le nouveau système d'inventaire. Vibration, sourire. Cette fois, elle a carrément ri. Ça doit être un système d'inventaire très drôle. Mélodie a levé les yeux et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose traverser son visage. De la culpabilité, peut-être, ou de l'irritation d'avoir été découverte. C'est juste des trucs de boulot, Dave. Tu ne comprendrais pas. C'est là que j'ai fait quelque chose qui a probablement franchi une ligne. Pendant qu'elle était aux toilettes, j'ai pris son téléphone et j'ai projeté l'écran sur notre Smart TV. La conversation a rempli l'écran de 70 pouces en haute définition. Todd, je n'arrête pas de penser à cet après-midi. Tu es incroyable. Mélodie, toi non plus, tu n'es pas mal. Demain, même heure? Todd, j'ai hâte. Apporte ce truc que tu as fait avec ton. C'est à ce moment-là que Mélodie est revenue et a vu sa conversation privée diffusée comme le journal du soir. Dave. Elle s'est jetée sur la télécommande, mais je l'avais déjà. Système d'inventaire, ai-je dit. C'est comme ça qu'on appelle ça, maintenant? Son visage est passé par environ 6 expressions différentes en 2 secondes. Surprise, colère, honte, défi. Elle s'est décidée pour l'indignation. Tu as regardé mon téléphone. Comment oses-tu? Comment j'ose? Comment j'ose? Je me suis levé et 18 ans de mariage se sont dissous comme du sucre sous la pluie.
Tu couches avec un mécanicien graisseux dans son garage et tu t'énerves contre moi parce que je l'ai découvert. Ce n'est pas ce que tu crois. On dirait que tu me trompes avec Todd du garage. Qu'est-ce que je rate? Mélodie s'est assise lourdement, comme si on lui avait coupé les fils de sa marionnette. Un instant, j'ai cru qu'elle allait dire la vérité. Au lieu de ça, elle a eu recours au classique. Il ne s'agit pas d'intimité. Il s'agit de se sentir apprécié. Quand est-ce que tu m'as regardé pour la dernière fois comme si j'étais belle? Quand est-ce que tu m'as fait me sentir désiré pour la dernière fois? Quand est-ce que tu m'as donné l'occasion pour la dernière fois? Tu n'es jamais là. Et quand tu es là, tu es collé à ce téléphone à envoyer des messages à ton petit ami. Ce n'est pas mon petit ami. On est juste. C'est compliqué. Compliqué? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu sais ce qui n'est pas compliqué? 18 ans de mariage. Un fils qui nous admire tous les deux. Une vie que nous avons construite ensemble. Une vie qui était en train de mourir, de toute façon, a-t-elle rétorqué. Quand est-ce qu'on a fait quelque chose ensemble pour la dernière fois? Quand est-ce qu'on a parlé de quelque chose d'important pour la dernière fois? Tu rentres, tu dînes, tu regardes la télé et tu te couches. Tous les jours. Depuis des années. Elle n'avait pas tort, mais elle n'avait pas raison non plus. Alors la solution, c'était de commencer à coucher avec le premier type qui t'a montré de l'attention. Todd me fait me sentir vivante à nouveau. Il m'écoute. Il pense que je suis drôle, intelligente et belle. Je pense que tu es toutes ces choses. Non, tu ne le penses pas. Tu penses que je suis pratique. Il y a une différence. Nous nous sommes regardés à travers le salon qui avait été notre espace commun pendant près de 2 décennies. La télévision affichait toujours leur conversation textuelle, figée sur le dernier message de Todd à propos d'apporter, ce truc, demain. Et maintenant? Ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-elle dit. Et pour la première fois depuis des mois, elle a semblé honnête. Je ne sais vraiment pas. Mais moi, je savais. Car j'avais passé toute ma vie d'adulte à évaluer les risques et à planifier pour le désastre. Et ça. C'était un désastre qui devait être géré. Le lendemain, j'ai commencé à monter mon dossier. D'abord, j'ai fait ce que je sais faire de mieux, enquêter. Todd Garrison, 38 ans, propriétaire et exploitant de Todd's Automotive. Divorcé 2 fois, avec des pensions alimentaires à payer à 2 femmes différentes, des saisies sur son entreprise pour impôts impayés. Le genre de personne qui a probablement pensé que l'argent du salon de ma femme semblait plutôt attractif. Mais c'est là que ça devient intéressant. La licence commerciale de Todd avait expiré il y a 6 mois. Il opérait illégalement. Son assurance avait expiré. Sa certification de contrôle technique était suspendue pour irrégularité. En gros, cela signifiait qu'il validait des voitures qui ne devraient pas être sur la route. J'ai passé quelques appels, demandé quelques faveurs. Quand on traite des sinistres depuis 15 ans, on finit par connaître des gens. Le type qui s'occupe des inspections commercialement devait une pour avoir arrangé un sinistre où son neveu avait démoli la BMW d'un client. C'était l'heure de passer à la caisse. Dave, mon pote, a dit Jimmy Patterson quand je l'ai appelé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin que tu jettes un œil à un garage qui pourrait ne pas être en règle. Todd's Automotive sur Old Mill Road. Quel genre de coup d'œil? Le genre qui pourrait le faire fermer s'il opère sans les permis adéquats. Jimmy a gloussé. J'aime ton style. Donne-moi une semaine. Pendant que j'attendais que la bureaucratie fasse sa magie, j'ai commencé à planifier la phase 2. Le salon de Mélodie organisait son événement annuel de remerciement des clients le mois prochain. Une grande fête, vin et fromage, réduction sur les services. Tous ses clients réguliers seraient là, y compris, je pariais, plusieurs femmes qui pourraient être intéressées de connaître la philosophie du service client de Todd. J'ai proposé d'aider à la préparation. Vraiment? Mélodie a semblé surprise quand j'ai proposé. Nous jouions le rôle de colocataires polis depuis 2 semaines, dormant dans le même lit mais restant chacun de notre côté comme si le matelas était miné. Bien sûr, ai-je dit. J'ai ce projecteur du travail. Je me suis dit que tu voudrais peut-être faire un diaporama. Pour mettre en valeur le salon.
Peut-être quelques photos avant-après. Ce serait génial, a-t-elle dit. Et je pouvais l'avoir calculé mentalement si cela signifiait que j'étais prêt à pardonner et à oublier. Je ne l'étais pas. Mais j'étais prêt à documenter et à distribuer. L'événement de remerciement des clients était prévu pour un samedi après-midi. J'ai passé la semaine précédente à préparer ma présentation. Pas des photos avant-après de coiffure, cependant. Des photos avant-après de mon mariage. J'avais des photos de la voiture de Mélodie au motel, des photos de sa voiture au garage de Todd, des captures d'écran de SMS, des copies de reçus de son sac à main, des données de suivi GPS montrant les heures et les lieux, une chronologie complète de chaque mensonge qu'elle m'avait raconté au cours des 2 derniers mois. J'avais aussi autre chose. Un enregistrement de Todd se vantant auprès d'un de ses amis à propos de cette riche propriétaire de salon qui ne se lasse pas de lui. Apparemment, Todd était un bavard. Et apparemment, il ne savait pas que le type qui installait de nouveaux haut-parleurs dans son garage portait un micro. D'accord, pas un micro, juste un téléphone avec une application d'enregistrement vocal. Mais ça sonnait plus professionnel de le voir comme de la surveillance. Le samedi est arrivé. Le salon était bondé de clientes de Mélodie, toutes pomponnées et prêtes à faire la fête. J'ai installé le projecteur pendant qu'elle socialisait, jouant le rôle du mari compréhensif pour la dernière fois. Mesdames, a crié Mélodie quand l'heure de la présentation est arrivée. Mon mari Dave a préparé un petit diaporama sur notre parcours ici au Serenity Salon. Dave. J'ai pris le micro et j'ai regardé 35 femmes qui faisaient confiance à Mélodie pour leurs cheveux, leurs ragots et leurs plans du vendredi soir. Merci, ai-je dit. Ça a été tout un parcours. La première diapositive était notre photo de mariage. Mélodie a 21 ans, moi à 22. Tous les deux souriant comme si nous avions gagné à la loterie. Quelques femmes ont soupiré d'admiration. La deuxième diapositive était l'inauguration du salon. Mélodie coupant le ruban pendant que je tenais Blake, qui devait avoir environ 6 mois, et qui hurlait. La troisième diapositive datait du mois dernier. La Honda de Mélodie garée devant le Starlight Motel à 14h17 un mardi, alors qu'elle était censée être à un salon de coiffure à Portland. La pièce est devenue très silencieuse. Maintenant, ai-je dit, certaines d'entre vous se posent peut-être des questions sur notre engagement envers la satisfaction du client. Mélodie a toujours cru qu'il fallait aller toujours plus loin pour ses clientes. Parfois, littéralement, plus loin. Parfois, au-delà de ce que la plupart des gens considéraient comme approprié dans une relation professionnelle. La quatrième diapositive était un SMS. J'ai hâte de te voir demain. Apporte le truc rouge. La cinquième diapositive était la réponse de Todd. Tu sais ce que tu me fais avec ce truc rouge. Mélodie se tenait près de la table des rafraîchissements, son visage passant par des expressions comme une machine à sous, atterrissant sur jackpot, faillite et arrêt cardiaque. Dave, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Qu'est-ce que tu fais? Je fournis une transparence totale, ai-je dit. Je pense que vos clientes méritent de savoir exactement quel genre de service vous proposez ces jours-ci. La sixième diapositive était le reçu de Todd S Automotive. 50 € pour un service de frein sur une Honda qui n'avait pas besoin de réparation de frein. La septième diapositive était une photo de Todd lui-même, torse nu et souriant, que j'avais trouvée sur le téléphone de Mélodie. Sarah Martinez, l'une des plus anciennes clientes de Mélodie, s'est levée. Mélodie, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce n'est pas ce que vous croyez, a dit Mélodie, ce qui devenait sa phrase fétiche. On dirait que tu trompes ton mari, a dit Janet Wilson, qui venait au salon depuis son ouverture, avec un mécanicien de garage. Mesdames, ai-je dit, je veux que vous sachiez que cela ne reflète pas la qualité des services de coiffure que vous avez reçus, seulement la qualité de la thérapie de couple à laquelle vous auriez pu assister. Et c'est là que Mélodie a craqué. Éteins-le. A-t-elle crié, se jetant sur le projecteur. Éteins-le maintenant. Mais je n'avais pas fini. La huitième diapositive était la vraie bombe. Une photo du casier judiciaire de Todd. 2 arrestations pour fraude, une condamnation pour émission de chèques sans provision et une ordonnance restrictive déposée par sa deuxième ex-femme. Votre petit ami est un sacré parti, ai-je annoncé à la salle. Il sait vraiment comment traiter une dame. Demandez à ses ex-femmes. La salle a explosé. Les femmes parlant les unes par-dessus les autres, posant des questions, exigeant des réponses.
Mélodie a couru vers les toilettes, me laissant seule avec ses clientes et mon diaporama de preuves. Dave, a dit Sarah en s'approchant de moi avec les pas prudents de quelqu'un qui navigue sur un champ de mine. Depuis combien de temps ça dure? 2 mois que je peux prouver, ai-je dit. Peut-être plus. Et tu es sûr? J'ai cliqué sur la 9e diapositive. Une interface d'application d'enregistrement avec un bouton de lecture intitulé « Les plus grands tubes de Todd ». J'ai appuyé sur Play. La voix de Todd a rempli le salon. Faible à travers les haut-parleurs du projecteur, mais assez claire. Mec, cette nana est folle de moi. Elle possède ce salon chic sur Main Street. Mariée à un expert en sinistres ennuyeux. Elle vient 2 fois par semaine, parfois 3. Elle n'en a jamais assez. La voix de son ami, c'est cool. Elle te paie pour le travail sur la voiture, Todd? Tu plaisantes? Je lui facture 50 balles pour resserrer un écrou. Elle ne connaît rien aux voitures, mais elle connaît beaucoup d'autres choses, si tu vois ce que je veux dire. Rire. Todd, le mieux, c'est qu'elle croit que c'est une grande histoire d'amour secrète. Comme si on était des amants maudits ou un truc du genre. J'essaie juste de la garder contente jusqu'à ce que je sache combien vaut son mari. L'enregistrement s'est terminé. Le salon était silencieux, à l'exception du bourdonnement des sèche-cheveux et du son de 35 femmes réévaluant leur opinion sur Mélodie Brennan. Ce fils de pute, a finalement dit Janet Wilson. Lequel? Ai-je demandé. Il y en a plus d'un dans cette histoire. Mélodie est sortie des toilettes, le maquillage coulant. Elle a regardé la salle remplie de ses clientes, toutes la fixant avec des expressions allant de la pitié au dégoût. C'est mon entreprise, dit-elle, la voix tremblante. Ce sont mes clientes. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits, ai-je dit. Tu es ma femme. Où tu étais ma femme? C'est difficile à dire maintenant. Dehors, dit-elle. Dehors de mon salon. En fait, ai-je dit en rangeant le projecteur avec le soin délibéré de quelqu'un qui avait répété ce moment, je pense que tu découvriras que le bail de cet endroit est à nos 2 noms. Propriété conjointe. J'en discuterai avec mon avocat lundi matin. Et puis je suis parti. Je suis simplement sorti du salon pendant que tout l'univers social et professionnel de Mélodie s'effondrait derrière moi. J'aurais dû me sentir bien, triomphant, comme si la justice avait été servie froide avec une garniture d'humiliation publique. Au lieu de ça, c'était juste vide. Mais ce n'était pas encore fini. La semaine suivante, Jimmy Patterson a tenu parole. Todd S Automotive a été fermé pour exploitation sans les permis appropriés. L'État a confisqué 3 voitures qui se trouvaient dans le garage, dont une appartenant à la femme du maire. Todd faisait face à des amendes, une possible peine de prison et le genre de facture juridique qui le tiendrait occupé pendant des années. 2 jours plus tard, le propriétaire de Todd l'a expulsé. Il s'avère que le bail interdisait spécifiquement les opérations commerciales illégales. Todd avait 30 jours pour vider les lieux. Mais la vraie beauté, c'est ce qui est arrivé à l'entreprise de Mélodie. Les nouvelles vont vite dans une petite ville, surtout quand elles impliquent intimité, trahison et humiliation publique. À la fin de la semaine, la moitié de ses clientes avaient annulé leur rendez-vous. À la fin du mois, il lui restait 12 clientes régulières, dont la plupart venaient plus pour les ragots que pour les coupes de cheveux. J'ai déménagé dans un appartement de location de l'autre côté de la ville. Rien de luxueux, juste un 2 pièces avec un bon Wi-Fi et un parking pour une voiture. Blake restait avec moi le week-end et nous avons développé une nouvelle routine. Pizza le vendredi, quincaillerie le samedi, devoir le dimanche. Papa, a-t-il dit un samedi alors que nous regardions des pinceaux, ça va? Ça va, ai-je dit, ce qui n'était pas tout à fait vrai, mais pas tout à fait faux non plus. Maman a beaucoup pleuré. Je peux imaginer. Elle dit que tu l'as humiliée devant toutes ses amies. J'ai arrêté de marcher et j'ai regardé mon fils, qui avait 17 ans et essayait de naviguer dans les décombres du mariage de ses parents avec le genre de diplomatie prudente normalement réservée aux incidents internationaux. Blake, ai-je dit, ta mère a fait des choix. Je me suis juste assuré que les gens sachent quels étaient ses choix. Mais devais-tu être si public à ce sujet? C'était une question juste. Et la réponse honnête était non. Je n'avais pas à être si public. J'aurais pu la confronter en privé, j'aurais pu exiger une thérapie,
j'aurais pu essayer de régler les choses comme des adultes. Mais je ne voulais pas régler les choses. Je voulais que tout le monde sache que Dave Brennan n'était pas le genre d'homme sur qui on marche. Que les experts en sinistres peuvent être ennuyeux, mais nous ne sommes pas stupides. Que les actions ont des conséquences, même pour les jolis propriétaires de salons qui pensent pouvoir tout avoir. Parfois, ai-je dit à Blake, il faut choisir entre être gentil et avoir raison. J'ai choisi d'avoir raison. Et si avoir raison n'est pas la même chose qu'être bon? Le gamin était trop intelligent pour son propre bien. Il tenait ça de sa mère, probablement. Alors je suppose qu'on le découvrira, ai-je dit. Le divorce a été finalisé 6 mois plus tard. J'ai gardé la maison, la moitié de la valeur du salon et la garde principale de Blake. Mélodie a gardé sa voiture, ses clientes restantes et une dure leçon sur les mathématiques de l'infidélité. Todd avait déménagé dans une autre ville à ce moment-là, cherchant probablement la prochaine femme mariée et ennuyée avec de l'argent à brûler et un mariage à détruire. Bon débarras. La confrontation finale a eu lieu un mardi soir de mars. J'étais au supermarché en train de débattre des mérites de la sauce pour pâtes de marque distributeur quand j'ai entendu un rire familier dans l'allée voisine. Mélodie était là avec Sarah Martinez et 2 autres femmes que j'ai reconnues du salon. Elles étaient blotties près du présentoir à vin, parlant à voix basse comme des conspiratrices ou des personnes en deuil. Point, il n'a jamais surmonté l'humiliation, disait Mélodie. Il a détruit ma réputation juste pour se sentir mieux. Eh bien, a dit Sarah, tu l'as trompé. Il ne s'agissait pas de tromperie. Il s'agissait de pouvoir. Il ne supportait pas que je réussisse, que j'aie ma propre vie. Mel, a dit une des autres femmes, tu couchais avec un mécanicien dans son garage. Ce n'est pas avoir sa propre vie. C'est avoir le mari d'une autre. J'ai failli partir à ce moment-là, failli faire semblant de n'avoir rien entendu et continuer mes courses comme une personne civilisée. Mes 18 ans de mariage et 6 mois de conséquences avaient usé la plupart de mes impulsions civilisées. J'ai tourné au coin de l'allée avec mon caddie. Mesdames, ai-je dit. Elles se sont toutes retournées. Le visage de Mélodie est devenu pâle, puis rouge, puis d'une couleur qui n'avait pas de nom. Dave, dit-elle. Mélodie. J'ai fait un signe de tête aux autres. Sarah, Jennifer, Lisa. Elles ont marmonné quelque chose et se sont soudainement intéressées de très près aux étiquettes de vin. C'est drôle de te trouver ici, ai-je dit à Mélodie. Je pensais justement à la réputation. Ah oui? Oui. Plus précisément, je pensais à la façon dont la réputation, c'est comme le crédit, ça prend des années à construire, des minutes à détruire, et parfois la personne qui l'a détruit n'est pas la personne qui l'a construite. Mélodie a redressé les épaules. C'est censé être profond? Juste une observation de quelqu'un qui a passé sa carrière à documenter les désastres des autres. Et à en créer quelques-uns lui-même. J'ai souri. Je n'ai rien créé. J'ai juste fourni une transparence totale. La même chose que je fais au travail tous les jours. Tu m'as humilié. J'ai documenté tes choix. Il y a une différence. Nous sommes restés là, dans l'allée des vins du supermarché, entourés de bouteilles de rêve et de regrets, ayant la conversation que nous aurions dû avoir 6 mois plus tôt. Mais 6 mois plus tôt, elle mentait encore à propos de Todd et des systèmes d'inventaire et des réparations de freins à 50 €. Je t'aimais, a-t-elle finalement dit. Je t'aimais aussi, ai-je dit. Mais tu aimais quelqu'un d'autre. Ce n'était pas de l'amour. C'était juste de l'excitation. Quelque chose de différent. Quelque chose de différent. J'ai goûté les mots comme s'ils étaient des preuves dans une affaire que j'essayais de résoudre. Tu as jeté 18 ans de mariage pour quelque chose de différent. Ces 18 ans étaient en train de mourir de toute façon. Nous le savons tous les deux. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que nous étions somnambules dans notre mariage depuis des années, agissant sans émotion. Peut-être que Todd n'avait été que le symptôme, pas la maladie. Mais le « peut-être » n'a pas d'importance dans le travail d'assurance. Le « peut-être » n'a pas d'importance au tribunal des divorces. Le « peut-être » ne paie pas la pension alimentaire ni n'explique à votre fils pourquoi papa et maman ne vivent plus ensemble. Eh bien, ai-je dit, maintenant tu as tout le différent que tu peux gérer. J'ai commencé à pousser mon caddie, puis je me suis arrêté. Mélodie. Elle a levé les yeux, l'espoir brillant sur son visage comme si elle pensait que j'allais m'excuser,
que j'allais reprendre le diaporama et l'humiliation publique et la destruction systématique de sa vie sociale. La prochaine fois que tu veux quelque chose de différent, ai-je dit, essaie de le demander avant d'aller le chercher dans le garage d'un autre. Je l'ai laissé là avec ses amis et son vin, je suis rentré chez moi dans mon appartement et j'ai préparé le dîner pour une personne. Blake était chez sa mère ce soir-là, probablement en train de l'écouter pleurer sur la méchanceté de son père. Et peut-être que j'étais devenu méchant. Peut-être que transformer la trahison privée de quelqu'un en un spectacle public a franchi une ligne que les gens décents ne franchissent pas. Peut-être qu'il y avait de meilleures façons de gérer l'infidélité que l'humiliation et la vengeance de la terre brûlée. Mais assis dans mon appartement calme, mangeant des pâtes de marque distributeur avec de la sauce de marque distributeur, je n'arrivais pas à regretter. Mélodie avait fait son choix quand elle a décidé que notre mariage valait moins que l'excitation qu'elle trouvait dans les mains graisseuses de Todd. J'avais fait le mien quand j'ai décidé que ce choix méritait des conséquences. Certaines personnes pourraient appeler ça mal. Moi, j'ai appelé ça la justice. Le genre de justice qu'on obtient quand les experts en sinistres ennuyeux arrêtent d'être ennuyeux et commencent à être minutieux.